Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, je vais vous raconter le rêve de Saint Jean Bosco. Donc en fait, au début du 19e siècle, en Italie, il y avait une famille très pauvre, et le petit dernier s'appelait Giovanni, et à 9 ans, à l'âge de 9 ans, il fait un rêve qu'il raconte donc à sa maman et à ses frères. Et donc voici le rêve. Alors, je vous le lis tel que je l'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Les grands rêves de l'histoire, chez Michel Lafon, auteur Hélène Renard et Isabelle Garnier. Donc, voici le récit du rêve par Giovanni, devenu adulte. Il me semblait que je me trouvais près de la maison dans une cour très spacieuse. Une multitude d'enfants étaient rassemblés là. Ils riaient, jouaient, chantaient, mais beaucoup blasphémaient. Je me suis élancé au milieu d'eux pour les faire taire en criant et en jouant des poings. À ce moment est apparu un homme vénérable, au visage étincelant, enveloppé d'un immense manteau blanc, qui m'a dit « Giovanni, ce n'est pas avec des coups que tu vas venir à bout de ces petits sauvages, mais par la douceur et la charité. Mets-toi à leur tête, enseigne-leur l'excellence de la vertu et la laideur du péché. » Le petit Giovanni répond dans son rêve « Je ne suis qu'un gamin sans instruction, je ne sais pas faire. Comment pourrais-je enseigner la religion? Et qui êtes-vous pour demander l'impossible ?» L'homme vénérable répond « Je suis le fils de celle que ta mère t'a appris à saluer 3 fois par jour, et c'est ma mère que je te donnerai pour guide, la voici. » Je vis alors, dit Giovanni, une dame majestueuse vêtue d'un manteau resplendissant. Elle me fit signe d'approcher, me montra la cour. Les enfants avaient disparu, à leur place grouillait une foule de chiens, chats, ours et bêtes féroces. « Ouvre grand les yeux, dit la dame. Je vis alors, dit Giovanni, les animaux se transformer en autant de 12 agneaux, qui vinrent bêler et gambader autour de l'homme et de la dame. « Tu dois de même transformer mes fils, reprit celle-ci avec douceur, deviens humble et fort pour accomplir la tâche qui t'attend. » Le petit Giovanni se met à pleurer et à bafouiller. Quel est votre nom? Que dirais-je à ma mère qui m'interdit de fréquenter les personnes que je ne connais pas? Qu'attendez-vous de moi? Pourquoi ne pas parler clairement? Et la dame répond, tu comprendras en temps voulu. Et hop, voilà, fin du rêve. Donc le petit garçon raconte son rêve, et puis un de ses frères lui dit ça veut dire peut-être que tu vas devenir gardien de chèvres et de moutons, puisqu'il y avait des animaux sauvages qui s'étaient transformés en agneaux. Donc lui pense que ça signifie son rêve que Giovanni va devenir gardien de moutons. Le deuxième frère dit moi je pense que tu pourrais peut-être devenir chef de brigand, dans la mesure où il était censé prendre la tête d'un groupe composé d'animaux sauvages. Donc le deuxième l'interprète comme ça. Et sa mère se dit que ça pourrait signifier que Giovanni va devenir prêtre. Et en fait, dans les années suivantes, quand il grandit, il refait plusieurs fois ce rêve, et tout se réalise. C'est-à-dire que les 3 interprétations qui en avaient été données, gardien de chèvres et de moutons, ça se réalise, il devient effectivement gardien de chèvres et de moutons. Il devient prêtre, et en un certain sens, il devient effectivement chef de brigand, en ce sens qu'il devient un prêtre qui canalise, recadre, s'adresse à des gens, des bandits, quoi. Enfin des bandits au sens large, enfin des gens paumés, des criminels. Et en fait, Jean Bosco, c'est devenu, il a été canonisé ensuite, et c'est quelqu'un qui a eu un grand impact et qui a fait beaucoup de bien. Cette histoire vraie, elle illustre la puissance des rêves, et aussi elle illustre la puissance de l'interprétation des rêves. Les 2 points sont importants. Le rêve a eu un impact, mais l'interprétation qui en a été faite a eu un impact aussi. C'était des interprétations assez logiques. Les 3 ont été logiques. Le côté prêtre, le côté chef de brigand et le côté gardien de chèvre ou gardien de mouton. Les 3 interprétations étaient logiques, et les 3 interprétations, finalement, se sont manifestées. Voilà, donc ça c'était une brève histoire vraie qui illustre, il y en a plein d'autres, la puissance des rêves endormis et de leur interprétation. Et le fait qu'il ait refait le rêve et qu'il ait souvent raconté le rêve est important aussi à noter, parce que un rêve dont on parle beaucoup aura beaucoup plus d'impact qu'un rêve dont on ne parle pas du tout. Et un rêve auquel on repense et qu'on refait dans son esprit, même réveillé, aura plus d'impact, bien sûr, qu'un rêve qu'on oublie au bout de 5 minutes. Ça, c'est tout à fait logique et normal. C'est pour ça qu'en fait, les rêves, on les subit, et en même temps, non, on ne les subit pas. C'est-à-dire, on les subit en ce sens que quand on dort, on ne décide pas du contenu de son rêve. Sauf
pour les gens très rares qui arrivent à faire des rêves lucides où ils dirigent leurs propres rêves. Et ça, c'est des cas rares. Moi, souvent, je sais que je rêve quand je rêve, mais ça ne veut pas dire que je suis pour autant vraiment aux manettes, quoi. Je peux pas pour autant décider complètement du contenu. Même si je sais que je rêve, je peux pas complètement décider du contenu du rêve. Et donc cette histoire, voilà, c'est une histoire parmi beaucoup d'autres qui illustre le pouvoir des rêves et de leur interprétation. Il y avait un hadith que je n'ai pas sous les yeux, mais qui disait quelque chose comme ça, plus ou moins. Enfin, je ne vais pas le retrouver, mais l'idée c'était qu'il était très important de pas faire interpréter ses rêves par n'importe qui, et aussi que finalement, dans l'interprétation du rêve, il y avait une part d'autodétermination et de choix. Mais maintenant que j'ai raconté ce rêve de Jean Bosco, je voudrais vous en raconter un autre. Alors, c'est un rêve éveillé que j'ai fait il y a 2 jours, mais qui est directement inspiré d'un rêve endormi. Donc j'avais fait un rêve endormi, et il y a de ça 2 ans. Je vais pas vous raconter ce rêve endormi, d'ailleurs je crois que je l'ai déjà raconté, bon peu importe. Donc je vous raconte juste le rêve éveillé que j'ai fait en m'inspirant du rêve endormi. Pourquoi ? Parce que dans la fin de ce rêve, il y a une espèce de petite évocation de la France, de la monarchie française, de la future monarchie française, de ce que ça donne la France dirigée par les croyants. Donc ça commence, je suis dans une salle de classe d'université, et je vois écrit sur un tableau noir du texte en arabe avec au milieu écrit la française. Je me dis, ce hadith peut pas être, je pense que c'est un hadith. Ce hadith peut pas être authentique puisqu'il y a du français dedans. Et là, il y a une chouette avec des lunettes, une chouette hulotte, qui apparaît et qui me dit si, d'ailleurs tu le sais toi-même que c'est un hadith authentique, que la française c'est toi, et que ce hadith dit que tu vas sauver la France. Je dis ok, d'accord. Alors après, la chouette me saute sur l'épaule, je sors de cette salle, je marche dans des couloirs obscurs, et au final, je débouche, je monte, parce que c'était comme si c'était un peu souterrain, et je me retrouve donc au niveau extérieur, un peu comme si je sortais du métro. Et là, c'est en France, il fait très beau, et je dis à la chouette, c'est la France? Elle me dit, oui, c'est la France. Je dis, donc là, ça y est, il n'y a plus de république. Elle me dit, non, il n'y a plus de république. La France est une monarchie. Et je demande à la chouette si je peux me promener pour me faire une petite idée de ce que ça donne. Elle me dit, oui, vas-y. Donc j'y vais. Et ce que je remarque d'abord, c'est que l'air est vraiment pur, il n'y a pas du tout de chemtrail, il n'y a pas du tout de pollution dans le ciel, et ça fait une sacrée différence, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas comme un beau jour actuel. Dans les beaux jours actuels, il y a toujours un petit truc de pollution qui a été foutu là par des avions en France. Donc là, non, c'est vraiment un ciel pur qui est pur depuis longtemps, etc. Du coup, l'air est vraiment différent, quoi. Il a une qualité spéciale et la luminosité du ciel est différente, il est beaucoup plus beau. Ensuite, je sens, pour l'instant, j'ai croisé personne dans le rêve, mais je sens que l'ambiance n'est pas la même, elle est beaucoup plus joyeuse, pétillante, il y a quelque chose de léger, d'agréable qui passe, quoi. Même par rapport au fait qu'il n'y a personne. Et après, je croise des gens, et là, je vois que les gens se saluent pas du tout comme avant. Alors, il y en a qui disent bonjour, très souriant. Il y en a qui disent salam alaikum. Il y en a qui disent que la paix soit sur vous. Et en fait, ce que je constate, c'est que il y a une espèce de créativité dans la façon de dire bonjour. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des formules plus longues que ça. Par exemple, que la paix soit sur vous et que le bonheur vous accompagne toute la journée. Et les personnes répondent de la même manière. Il y a une créativité et il y a en même temps une harmonie. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit salam alaikum, on répond wa alaikum salam. Quand quelqu'un vous dit que la paix soit sur vous, on répond que la paix soit sur vous aussi. Et c'est comme s'il y avait une espèce de blague générale qui fait que tout le monde fait des efforts pour être créatif et amusant dans sa manière de dire bonjour. Donc déjà, tout le monde se dit bonjour. Tout le monde. Les gens ne se connaissent pas, mais ils se disent bonjour. Et le minimum, le strict minimum, c'est bonjour tout court. Mais il y en a beaucoup qui vont plus loin, qui font des formules plus sophistiquées, plus longues, etc. Et il y a toujours un sourire joyeux, comme une espèce de complicité générale, finalement, de gaieté et de complicité, comme si tout le monde était un peu dans le coup, quoi, dans les réponses. Donc les réponses sont du même ordre, mais plus développées, et avec parfois un petit sourire, et c'est comme si chacun rivalisait, finalement, dans la manière de dire bonjour, en faisant preuve d'inventivité, d'imagination, et de créativité, quoi, voilà.
Et ouais, voilà. Et donc ça, ben, ça je me dis, dans mon rêve, que c'est vachement différent d'avant. Parce que il y a vraiment un côté super chaleureux lié à cette surabondance et cette variété dans la manière de dire bonjour. Et de tolérance. Il n'y a pas quelqu'un qui, par exemple, fait la gueule parce qu'on lui a dit salam alaikum, ou parce qu'on lui a dit que la paix soit sur vous, ou parce qu'on lui a dit bonjour. C'est vraiment dans la bonne humeur, la bienveillance. Et c'est un peu comme une espèce de match jovial de tennis ou de ping-pong où chacun se renvoie la balle en trouvant une meilleure formule ou une formule toujours qui répondent vraiment, qui rebondissent sur les propos de l'autre, mais qui en rajoute un petit peu plus dans l'amabilité et dans l'inventivité. Voilà, donc c'était ça mon petit aperçu sur la France de demain, la France d'Ulysse, ressuscité. Et voilà. Donc, et je vous le raconte ce rêve parce que bah, c'est un rêve à partager dans la mesure où il permet d'imaginer un peu plus ce que ça va être et ce qu'on veut nous. Lui, Jean Bosco, il a fait ce rêve qui finalement lui a donné sa vocation, lui a donné des images par rapport à sa vocation. Il l'a raconté. Du coup, il a eu droit à des interprétations qui effectivement ont joué sur lui, puisqu'au final ça s'est réalisé, les interprétations. Et il a re-raconté et refait le rêve, etc. tout au cours de sa vie. Et tout ça, ça l'a aidé à accomplir sa mission. C'était un peu, le rêve était un peu comme une feuille de route ou comme une instruction, mais sous forme d'image et sous forme de récit onirique. Et après, toute sa vie, ça a été la réalisation de ce rêve-là. Il a aidé vraiment beaucoup de jeunes délinquants à sortir de la délinquance, pour résumer. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.